Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors ça va. Carrément? Ça va. Ouais. C'est un petit ouais, ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, trop bien. Ok. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Saison 2, épisode 6. Antoine nous raconte son TDAH. Aujourd'hui, Antoine nous a parlé de sa manière de vivre, de comprendre et d'avancer avec le TDAH. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Aujourd'hui, on reçoit Antoine, qui est un ami à nous, Enchanté. qui va Très nous heureux. parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, Absolument. qui est un trouble dont tu es, je sais pas si on peut dire, atteint. Très bonne question. Très bonne question, En soi, voilà. avec lequel tu vis, quoi. Je suis TDAH. Maintenant, c'est une partie de moi, mais c'est pas non plus un truc que je subis particulièrement. Ouais, ok. J'ai toujours été comme ça. Ouais, ok, ça marche. On peut commencer par faire un petit tour de table de comment on se sent, de notre météo du jour. Yara, si tu veux y aller. Petite météo du jour, un peu orageux, un peu anxieuse, un petit peu orageux. D'ailleurs, je fais trembler la table. Voilà. Mais très contente d'être ici. Je pense que ça va s'apaiser là, durant l'épisode. Et toi, du coup ? Et bah, moi, franchement, c'est classique, temps normand. Il fait beau 50 fois par jour. Même s'il y a des périodes plus couvertes, j'ai quand même le recul de me dire soit c'est pas une vraie période couverte, soit juste ça va passer, j'attends le beau temps et ça finit par arriver toujours. Donc en ce moment, c'est quand même assez stable, même si ça varie. Ok, ça marche. Moi, c'est un peu brouillard. Je suis bien, mais j'ai l'impression que je suis pas hyper ancrée aujourd'hui. Je sais pas, je plane un peu. Ok. Donc, ou sinon, ce serait genre couvert, quoi. Ok. Mais ça va. Je suis très contente de faire cet épisode Mais de même. avec vous. Et bah, Antoine, si tu veux commencer par nous expliquer ce que c'est, le TDAH. Alors, le TDAH, du coup, c'est un trouble, comme peut l'être l'autisme, comme d'autres pathologies qui peuvent être plutôt émotionnelles ou plutôt cognitives, telles que la dépression, l'anxiété, tout ça. En fait, voilà, c'est tout un spectre. On n'est pas forcément que TDAH, on n'est pas forcément que autiste. On peut être un peu de tout. Typiquement, l'autisme et le TDAH, c'est des pathologies qui sont très liées, notamment parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont les deux en même temps. De même, le TDAH, à part, en fait, c'est un trouble de l'attention, mais le nom n'est pas très évocateur de ce que c'est réellement. En gros, c'est un trouble des fonctions exécutives, et donc qui atteint quand même beaucoup de choses dans la vie, que ce soit personnelle, professionnelle, amoureuse, etc. Que ce soit la mémoire de travail, la programmation des tâches, la motivation. Mais pourquoi ? En fait, c'est un trouble de régulation, avant tout. Ok. C'est pas un déficit réellement. Ok. C'est plus un trouble vraiment de la régulation, que ce soit la captation ou l'émission de la dopamine, principalement. Ok. Dopamine qui est quand même une hormone très utile, impliquée Ouais. dans beaucoup de choses, que ce soit au niveau des drogues ou même au niveau de nos systèmes de récompense, ce genre de choses. Et en fait, la TDAH, c'est quand même principalement autour de ce truc-là. C'est un trouble de cette régulation-là. Et donc, on va avoir des phases où on envoie toutes les patates. On est à fond, on pétille. Et c'est des moments exceptionnels. On est enflammé, on est vraiment passionné par quelque chose et on va se passionner très fort. Et on peut avoir des moments où moi j'appelle ça « j'ai rien à offrir ». Et c'est vraiment ça. T'es vide. Tu as beau vouloir, t'es incapable que ce soit de prendre une décision ou ce genre de choses. Après, avec plus ou moins de niveau de puissance et plus ou moins de mélange des deux, parfois tu peux être complètement vide et puis tout d'un coup tu vois un truc dans ton appartement qui est en bordel, qui te motive, tu le chopes et puis en fait tu passes 4 heures à faire des Lego sans comprendre pourquoi. Oui, de quoi tu veux parler. Mais voilà, donc en fait c'est quand même quelque chose qui est prédominant dans la vie.
moi j'ai quand même souvent l'impression de dire c'est quand même lié à mon TDAH sur beaucoup de choses qui me gênent. J'essaye le plus souvent quand même de garder un recul, de pas m'en servir comme bouclier. Ouais. Le souci, c'est qu'il faut aussi se protéger. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Personnellement, moi, j'ai été diagnostiqué adulte, donc tard. Oui, il n'y a pas longtemps. C'est ça, en novembre. Même si ça faisait déjà un peu de temps un an et demi, quand même, que j'avais pris conscience de la chose. Mais en fait, le diagnostic plus tard, évidemment, il a des séquelles et des expressions différentes. Parce que quand c'est pris tôt, la régulation et l'adaptation et les choses du genre peuvent être vraiment bien mises en place, mieux, efficacement, et surtout ça évite toute une partie qui est vraiment qui laisse quand même des cicatrices. C'est un travail que j'ai commencé à faire justement récemment, c'est de regarder à nouveau mes souvenirs, et notamment les souvenirs douloureux, les souvenirs de honte ou de culpabilité, et me dire est-ce que ça c'était moi, ou est-ce que c'était aussi des choses que je ne pouvais pas contrôler. Mais c'est ça. Ça, c'est des trucs dont on a vachement parlé avec Yara dans des épisodes aussi, parce que moi, j'ai eu l'impression parfois dans les yeux des gens que je justifiais beaucoup de choses par le syndrome du stress post-traumatique ou par l'anxiété. Et en même temps, j'ai pas envie de me définir par l'anxiété, mais c'est vrai que c'est au quotidien, c'est tout le temps là. Et ouais, non, ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand tu regardes des souvenirs, tu te dis, est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était mon trouble, quoi. Exactement. Alors, en fait, c'est hyper important d'expliquer ces choses-là, notamment parce que, alors, de l'expliquer, mais de ne pas se perdre à l'expliquer à tout le monde, tout le temps. Ouais. L'expliquer aux personnes qui comptent, où on veut qu'elles nous comprennent et où on veut pouvoir se connecter avec. Il y a plein de choses où, en fait, on parlait un peu de ce que c'était. Les fonctions exécutives, c'est peut-être un petit peu trouble encore comme notion. Mais en fait, c'est beaucoup de symptômes qui sont très communs. Et c'est une pathologie où beaucoup de monde est en mode ça n'existe pas en fait. Moi aussi, j'oublie de prendre mes clés parfois quand je sors de chez moi. Le bon contre-exemple, c'est tout le monde pisse, mais si tu devais le faire 60 fois par jour et 2 litres à chaque fois, ce serait un peu plus relou. Là, c'est exactement ça. C'est des symptômes que tout le monde a déjà eu, mais qui sont d'une intensité et d'une diversité, et surtout à l'intérieur, comme tu sais que c'est ça, ou que en tout cas ta volonté n'était pas de faire mal, que tu donnes ton 100%, mais à l'extérieur ça peut sortir comme un 10% pour des gens neurotypiques. C'est encore plus frustrant parce que il y a une grosse part quand même d'autoflagellation, de culpabilisation et de honte autour de tout ça, sur typiquement scolairement, être tout le temps en retard sur les devoirs, sur le temps en tout cas là je parle pour moi, mais sur le temps que je prenais pour prendre mes notes. Et typiquement ça c'est un truc que j'ai revu récemment dans mes souvenirs. Ça a été difficile du début à la fin de ma scolarité, y compris dans les études sup, peu importe que je sois reposé ou pas. Alors forcément quand j'avais plus d'énergie, que j'étais plus dedans et que le cours me passionnait, là, ça pouvait le faire. Mais même dans ces cas-là, en fait, le simple fait de penser je dois prendre mes notes, je dois pas être en retard, en fait, ça occupe le principal truc. Et plus tu veux écouter, plus tu vas te distraire au bout d'un moment, rater une phrase, et ensuite, une fois que tu as raté la première, tu pars dans ta spirale et tu finis par rater un paragraphe, une page, peu importe l'effort que tu y mets. Et ça, notamment, c'était un prof de maths qui le faisait remarquer sur le ton humoristique, sauf que en fait, à chaque fois, je me sentais très observé et très mis en lumière sur un truc qui était déjà sensible, qui était déjà désagréable. Et pourtant, je faisais tout ce que je pouvais. J'essayais au maximum. Il y a évidemment des fois où je me distrayais, où je parlais avec mes copains, etc. Ça, je ne nie pas. Mais la plupart du temps, je donnais tout ce que je pouvais et ça ne suffisait pas. Pour la prise de notes, typiquement, mais voilà, ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de place du coup au quotidien. Et quand tu parlais de régulation, je trouve le terme hyper juste parce que c'est vrai que c'est vraiment, on parle vraiment de régulation dans tous les cas pour ce trouble-là. Petite question, donc comme tu as bien dit au début,
c'est un trouble en fait, c'est pas une maladie, c'est un trouble qui fait partie des pathologies mentales. Donc on retrouve les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, etc. Et le TDAH, du coup, ça fait partie des troubles du neurodéveloppement. Et donc, du coup, ma question, c'est déjà, vers quel âge tu as eu l'impression, peut-être aujourd'hui, vu que tu retravailles sur tes souvenirs, de commencer à reconnaître des symptômes, ou alors si tu as eu l'impression peut-être d'être différent, de ressentir telle ou telle chose, même si là tu as été diagnostiqué à l'âge adulte, c'est quand même, on le dit, c'est connu que c'est un trouble quand même les symptômes arrivent déjà avant l'âge de 7 ans, donc les symptômes sont déjà présents avant l'âge de 7 ans, et après, ça s'intensifie ou pas, et on est diagnostiqué ou pas, mais du coup c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement, c'est pas comme par exemple un trouble anxieux qui peut subvenir après un traumatisme, etc., et qui peut subvenir à n'importe quel moment dans la vie, et dont on peut se débarrasser. Tu nais avec ? Alors exactement, justement, je vais avec. rebondir là-dessus. Il y a une composante héréditaire. C'est ça. Je savais pas. C'est pour ça que c'est vraiment neurodéveloppement. Comme c'est un trouble de la régulation de ta dopamine, au-delà de tout ce qui peut augmenter ce trouble de régulation, c'est-à-dire non seulement les habitudes que tu prends sans compenser le truc, et on y viendra plus tard, mais tout aussi ce qu'on te renvoie par rapport à toi-même qui fait que tu t'auto-martèles fréquemment, qui te ronge vraiment beaucoup, longtemps, avant d'être diagnostiqué. Il y a quand même cette partie héréditaire qui fait que justement, il y a un point génétique quand même sur tout ça. Alors, je ne crois pas qu'on ait identifié de gènes spécifiques, mais en tout cas, on sait que c'est quelque chose qui se transmet, pas non plus comme quelque chose de sanguin, mais c'est un facteur familial en tout cas. Il y a, pour donner vite fait un petit chiffre, si ça peut parler à tout le monde, il y a à peu près un enfant par classe, comme ça va parler à tout le monde, un enfant par classe qui est atteint du trouble du TDAH. Exactement. Pour donner un ordre d'idée. Donc il y en a, et c'est pas encore assez connu, on n'en parle pas assez, on sait pas ce que c'est surtout, mais il y a quand même un enfant par classe, quoi. Donc, Et justement, tu parlais du fait que ça se déclare à l'âge... avant 7 ans, en fait, ça fait partie des éléments du diagnostic. Tu dois avoir eu des symptômes avant 12 ans. Et justement, dans le cheminement, moi, dans mes souvenirs, en fait, j'étais déjà plus ou moins, on va dire, turbulent, mais en même temps passionné, mais en même temps spécial à gérer. En fait, dès mes premiers souvenirs de maternelle, sur les différents projets où je pouvais être hyper créatif, mais en même temps, il fallait quand même me réguler. Et en fait, depuis la primaire, pareil, le collège... le collège, j'ai beaucoup dissocié parce que justement, j'avais tellement compensé tout ça que je me suis retrouvé dans une espèce de surmaturité qui était assez particulière. Et ça, justement, c'est un truc aussi qui maintenant me gêne beaucoup moins, mais que j'ai quand même vécu longtemps. C'est cette sensation, justement, comme tu disais, d'être un peu différent, de vouloir être ami avec les gens, de vouloir rire, comprendre et faire pareil qu'eux, mais de sentir un décalage. De soit pas comprendre les situations sociales très bien, peut-être une part d'autisme, sait-on jamais. Oui, de toute façon, c'est ce que beaucoup de gens rapportent, que beaucoup de gens qui ont des troubles, peu importe lequel, c'est ce qu'ils rapportent souvent dans les témoignages, qui se sentent différents quand ils sont enfants, qui comprennent pas pourquoi, mais qu'ils se sentent pas vraiment comme les autres, ou qui comprennent pas, quoi. Et justement, dans les éléments de mon diagnostic, il y avait des témoignages de l'époque. Donc en fait, moi j'ai ramené mes bulletins, les fameux bulletins avec Antoine a de très grandes capacités, mais il ne les utilise pas, ou alors il pourrait faire tellement mieux s'il contrôlait son comportement à la chaîne, avec pourtant des plutôt bons résultats. Mais je suis redescendu jusqu'à la primaire et c'était ça. Parce qu'on précise, qui dit trouble du neurodéveloppement ne veut pas dire moins intelligent, moins quelque chose. Voilà, on n'est pas sur ça. C'est ça, en fait. Donc toi, tu te sentais vraiment, quand tu étais petit, du coup, tu ressentais ça. Est-ce que tu l'as mal vécu, du coup, ou pas, en conséquence ? En primaire, just vibes. J'étais un enfant, j'aimais bien ce qui se passait. Il y avait un peu de harcèlement, mais
C'est vrai que le harcèlement, c'est aussi un truc dont les TDAH sont plus sujets, Ok. mais comme les autistes ou quoi. Hein, mais c'est juste comme on a une manière de penser, de s'exprimer, de se comporter qui est un peu moins Qui est régulée, différente. c'est plus facile de subir derrière. Ok. Et du coup, en primaire, c'était Bazou et je me souviens plus comment s'appelait l'autre. Ça balance les blases. Ah, vraiment, c'est mérité. Hein. C'est Tu bien nous mérité. SO. Et même, primaire, c'était un peu mieux. C'était moins, dans la confrontation. Collège, très compliqué. Très compliqué. Le collège, de toute façon, Le Maman, collège, mais tu même en fait prends émotionnellement. conscience de plein de choses aussi. C'est ça. oui, et en même temps où t'as peut-être pas encore la maturité pour prendre conscience. Enfin, déjà, prendre conscience de Ouais. soi, c'est un gros taf au collège. Oui. Alors, prendre conscience des autres, souvent, Oui. c'est pas la période où on est le plus C'est ouvert ça. quoi, Moi, je à la pense que différence. j'étais quand même beaucoup auto-centré sur ces périodes-là, mais justement avec tous ces questionnements qui tourbillonnaient dans tous les sens, c'était beaucoup de choses. Et puis, il s'est passé pas mal de trucs, vu que en 6e, mon père a changé de cœur, que en même temps, j'ai eu mon premier amour qui était absolument passionnel, mais en même temps pas forcément réciproque. On en a fait des épisodes. Allez, Voilà, écoutez l'épisode voilà. d'il y a 15 jours. Ok. Ouais, donc plein de avec, choses. De toute façon, période aussi, du collège. Voilà des dégâts auto-infligés, on va dire. Ça c'est resté quand même relativement limité. Ça a heureusement pas été trop loin dans les conséquences. Mais Il y avait un mal-être, quoi. il y avait un vrai mal-être. J'ai été vu par 7 ou 8 psychologues Ok. Ah oui, j'allais te demander. et j'aimais beaucoup ça. M'exprimer, au contraire, c'est un truc que j'adore faire. Quelqu'un qui est là pour écouter ou pour se faire, pour nous faire nous exprimer par dessin, par jeu, par choses du genre. Après, ça dépendait des âges que j'avais. Et les psys, qu'est-ce que les psys renvoyaient à tes parents ou à toi Et par en rapport à fait, ça la même chose que mes professeurs, c'est on sent qu'il est intelligent, il a de grandes capacités. Dès qu'il se met dans quelque chose, c'est à fond et c'est trop bien. Mais la plupart du temps, il a du mal à tenir en place, il a du mal à se concentrer. Ça, c'est vraiment évidemment. Et ils n'ont pas posé le mot hyperactivité? Ça a été une question. Honnêtement, je me souviens pas trop de ce contexte-là. En fait, justement, c'est le petit truc dommage, c'est que mes parents, au lieu de faire une consu psychiatrie, pour justement essayer d'évaluer le truc, de trouver le truc, c'est que en fait, la TDAH, c'est quelque chose aussi comme l'autisme où tu vas te masquer, tu vas compenser un maximum ce que tu fais. T'essayes au maximum d'être le plus adapté aux gens. Donc en fait, tu vas être là. C'est aussi ce qu'on appelle du mirroring, c'est-à-dire que je t'aime, je te connais, je connais à peu près ta personnalité, ce que t'aimes. C'est pas volontaire, je le fais pas par envie de manipuler, mais je vais piocher en moi les éléments qui vont convenir avec toi. Ah oui, forcément. Plus. Et du coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'on, en tout cas, c'est le vécu que j'ai avec aussi les autres personnes que j'ai rencontrées, qu'on est des personnes assez sociables. C'est que justement, en fait, notamment les personnes qu'on rencontre, on leur renvoie eux-mêmes, donc forcément ils adorent. Et t'as l'impression que ça a fait ça avec les psys et que du coup t'essaies de t'adapter au maximum? Non, je pense que les psys ils sont passés un peu à côté. Je pense qu'ils voyaient juste un enfant qui, en plus quand j'y étais, j'étais hyper calme. Je m'exprimais bien et tout la plupart du temps. Et t'arrivais à être concentré? En fait, justement, j'étais dans un autre contexte. C'était pas un contexte stressant, c'était un endroit calme avec des trucs où on me donnait de la stimulation, où on focalisait sur des choses, mais du coup là j'étais dans des phases beaucoup plus régulées qu'à l'école avec le stress, etc. Voilà. Et du coup mes parents justement, au lieu d'avoir cette démarche de diagnostic ou en tout cas d'évaluation, tout ce qu'ils ont vu c'était il est très intelligent mais, et du coup ils m'ont fait passer un test de QI en 6e qui en soi apportait des bons fruits. Mais encore une fois, et ça c'est le truc sur lequel je voudrais insister sur la TDAH, c'est que c'est pas un truc qui est moins. Moi, mon ressenti vraiment, si je devais le définir, c'est que je suis l'extrême les deux extrêmes de chaque concept. Sur typiquement la générosité, par exemple, quand ça vient de moi, je peux donner sans compter. Par contre, si c'est pas apporté de la bonne manière, je peux être très, très gros rat, concrètement. Mais c'est aussi parce que c'est le ressenti d'une demande. C'est d'autres symptômes. Il y a plein de situations comme ça où on va avoir du rejet, ou nous-mêmes très mal vivre le rejet. Mais
je perds un peu mes idées là. T'allais aller sur ce sur quoi tu veux insister, c'est que t'as pas un truc en Oui, moins. en gros, moi c'est vraiment mon ressenti, c'est le fait que je vais soit être trop, soit être vraiment pas assez. Et en fait, c'est exactement Encore l'expression une de ta fois, dopamine. Ouais, et puis encore une fois, Concrètement. régulation, quoi, c'est ça. En fait, c'est juste, soit ta banque est complètement pleine et tu la vides d'un coup, soit t'as rien à offrir. Et c'est pour ça que c'est hyper dur, en plus quand t'es enfant, encore plus, mais c'est hyper dur de diagnostiquer aussi le TDAH. Et parce que déjà, en plus, par exemple, rien que quand on dit il peut y avoir hyperactivité ou pas, ça peut être avec ou sans, déjà, ça peut être l'un ou l'autre, donc ça peut être tout et rien, tu vois. Et en même temps, le TDAH, le terme TDAH, ça a été reconnu il y a tellement peu de temps que ça se trouve, quand nous, on était enfants, ou tu vois, il y a 20 ans, ça existait. Mais tu vois, quand tu vois la CIM, voilà, c'est ça. Quand tu vois la CIM, les termes qu'il n'y avait pas, quand ils l'ont, tu vois, la dernière version, c'était en 2013. Tu vois, quoi des la trucs. CIM ? C'est un bouquin, en gros, tu as tous les noms des pathologies mentales qui sont reconnus. Okay. Et en fait, tu vois, tu te rends compte de termes qui n'étaient pas du tout reconnus, qui n'étaient pas du tout, dont on ne parlait pas, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est assez récent dans le fait d'en parler, de reconnaître, de diagnostiquer, de poser le truc et de dire oui, il y a un TDAH, tu vois. Sachant qu'en plus, le TDAH, il souffre quand même d'un gros syndrome de l'imposteur de la part des gens qui ne le connaissent pas. Ouais. Ou un enfant autiste, c'est pas toujours évident, c'est un spectre évidemment, mais ce sera un diagnostic qui est quand même plus net, plus acceptable pour les personnes, de même pour d'autres choses. Sauf évidemment des pathologies telles que la dépression, ce genre de choses qui sont internes, qui sont compliquées à justifier. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est ton cerveau qui fonctionne différemment et qui s'exprime différemment, mais en même temps, à l'extérieur, tu masques la plupart du temps, donc tu parais normal, mais bizarre. Ou mais un peu trop flamboyant, ou un peu trop loque. Et en fait, beaucoup de gens, ils sont en mode vous êtes juste paresseux. Enfin, essaye un peu plus. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je pense que du coup, tu as plein de symptômes du TDAH qui peuvent être masqués derrière des traits de personnalité. Oui. Et je sais pas si toi, c'est quelque chose dont tu as souffert, mais tu sais, de même maintenant, peut-être, te dire, ok, qu'est-ce qui dépend du trouble, qu'est-ce qui dépend de ma personnalité, et moi, je suis où entre les deux, quoi. En fait, tu as beaucoup peur, mais c'est un truc qui est fréquent, les crises identitaires avec le TDAH. Moi, même là, sous traitement un peu plus régulier, après, ça fait que ça fait bientôt 6 mois, du coup, que je prends mon traitement et que j'avance là-dessus. Mais en fait, notre mémoire de travail et la mémoire en général, mais c'est surtout la mémoire de travail, est pas forcément moins bonne, c'est ça le pire, mais on a plus de mal à l'utiliser pour ce qu'il faut. Donc il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Et en fait, moi, j'ai un peu ce que j'appelle des resets. C'est-à-dire que je vais peut-être avoir une période de 2 semaines où je suis bien, j'ai mes routines, j'arrive à faire mes trucs. Je fais une grosse soirée où j'ai un événement ailleurs où j'ai plus les repères qui me font maintenir cette compensation. Ouais. Et je reviens et c'est plus là. Et je n'arrive pas à reprendre ma routine. Le fait de mettre en place des routines, c'est très compliqué. Et ça me fait justement venir sur un truc qui est vachement important avec tout ça. C'est cette difficulté que les gens ont à comprendre que même s'ils sont bienveillants, des conseils de neurotypiques pour réguler un trouble neuroatypique, ça va juste nous frustrer. En fait, on se sent pris pour des débiles. Évidemment que j'ai pensé à prendre un planeur, évidemment que j'ai pensé à mettre des alarmes, tu crois que je le fais pas? Ouais. Et pour beaucoup de choses, en fait, c'est souvent des conseils bienveillants, mais tellement évidents qu'on a essayé plein de fois. Et justement, la TDAH, c'est énormément se confronter à l'échec. Et notamment l'échec de soi-même par rapport à soi. Déjà, par rapport aux autres, ça me fait fondre. Mais de soi-même par rapport à soi. Et justement, c'est pour ça que le diagnostic à l'âge adulte est d'autant plus terrible. C'est que tu t'es tellement confronté, cycle après cycle, et boucle après boucle, et événement après événement, à des trucs où tu te disais... Parce que tu es quand même pleinement conscient. Tu es très lucide sur tes troubles et sur ce qui va poser souci et sur le fait que tu ne peux pas te faire confiance pour prévoir, etc. Mais malgré tout, tu retombes quand même dedans, peu importe ce que tu fais. Et c'est qu'en fait, peu importe l'effort que tu y mets à te dire, là, je vais faire ça, là, je vais bien le faire. Ok,
Aujourd'hui, j'avais rien à offrir, mais demain, je fais cette tâche-là, je passe cet appel et je range ma chambre. Et le lendemain, ça n'arrive pas. Et en fait, tu te confrontes dans une espèce d'illusion au fait de croire que le lendemain, tu n'auras plus de symptômes. Et c'est un truc, comme tu échoues fréquemment, tu te retrouves dans un truc où tu ne te fais plus confiance à toi-même. T'as beaucoup de culpabilité, quoi. Alors déjà la culpabilité, la honte, etc. Mais c'est vraiment un truc qui est encore plus douloureux, plus difficile ensuite à déconstruire. C'est vraiment sa le propre fait que confiance. tu ne te fais plus confiance. Okay. Et tu te fais tellement plus confiance que tu vas commencer à ne même plus essayer. Ouais. À ne même plus tenter. Parce que à quoi bon en fait? Combien de fois j'ai essayé de tout donner avec toute la bonne volonté du monde, en essayant de mettre des trucs, en demandant de l'aide, en mettant des choses en place, et combien de fois ça n'a pas fonctionné. Beaucoup de TDAH se disent « je n'ai aucune idée, quelques années après, de comment j'ai fait pour avoir un diplôme d'études sup, pour terminer mon cycle scolaire et arriver au bout ». Et du coup, est-ce que tu as beaucoup de TDAH, de personnes TDAH qui tombent dans la dépression ? Absolument. Par découragement, tu vois, tu parlais du manque de... La comorbidité, ouais, elle est, pour compléter, c'est la comorbidité, elle est plus justement dépressive ou anxieuse, justement. Je ne saurais pas dire lequel des deux est le plus, mais les deux sont extrêmement prévalents. D'accord. Et notamment, justement, le diagnostic de la TDAH à l'âge adulte, il se fait très souvent, même la plupart du temps, par la dépression ou l'anxiété chronique qu'il cause. Donc tu vas consulter pour ça à la base. En fait, tu vas consulter parce que tu as l'impression de plus fonctionner, d'être complètement décalé par rapport à la société, peu importe ce que tu essayes de... Et du coup, que ce soit des symptômes dépressifs ou anxieux, souvent il y a quand même un peu des deux. Ça s'est passé comme ça pour toi ? Non, moi ça s'est passé d'une manière un peu plus cheminement personnel. En fait, j'étais en couple avec une ex. Et en soi, c'est aussi quelque chose qui impacte les relations, comme on a dit, vu que ça touche à beaucoup de choses. Et typiquement, c'est quelque chose pour lequel je m'auto-flagellais beaucoup, que j'ai beaucoup compensé en fait, en rajoutant de l'anxiété pour réussir à le faire. Typiquement, répondre aux messages. C'est pas volontaire que j'ai vu la notification et que ensuite, je l'ai plus ou moins validé dans ma tête et que ça disparaisse. Symptôme très commun. Il y a plein de gens qui oublient de répondre aux messages. Moi, j'ai des messages d'anniversaire qui sont même pas ouverts actuellement. Je suis né le 29 décembre. Voilà. Y compris des amis proches. Mais tu sais que je me rappelle très bien, il y a quelques années, bien avant que tu y penses, je pense, au TDAH, j'ai l'impression que c'était pas du tout... voilà, quoi. Ouais. Que juste, c'était toi, quoi. Et sans trouble, bref, je me rappelle que justement tu m'avais expliqué, je t'avais dit ma mère a dû t'envoyer un message pour ton anniversaire et tu m'avais dit oui mais j'y réponds pas tout de suite parce que c'est trop et je réponds à tout d'un coup et je me rappelle m'être dit c'est étonnant comme manière de fonctionner. Ça. En fait, avant même de savoir si c'est la TDAH ou quoi, comme tu te rends compte que tu es dysfonctionnel, tu essayes de trouver les mécanismes pour pouvoir bien les communiquer aussi parce que c'est vraiment... c'est dreadful, c'est vraiment... ça te pourrit de l'intérieur de ne pas te sentir compris. Je vais juste terminer sur la partie dont je parlais avec la découverte. En gros, dans cette relation, moi j'étais très, très, très épris de cette personne. Et en plus, j'ai eu une perte assez lourde pendant notre relation. Voilà. Juste pour le contexte, j'étais quand même vraiment dedans. Mais mes symptômes étaient toujours là. Et ça m'aidait beaucoup cette relation, mais en même temps, c'était un poids quand même assez important. Et la personne était quand même beaucoup confrontée à tout ça, tout en ayant... moi, à l'époque, je n'avais pas forcément ça en tête. Donc, juste, c'était mes symptômes et l'explication que je donnais de comment j'avais la sensation de fonctionner. Mais même avec toute la bienveillance du monde, c'est compliqué quand même à vivre pour le partenaire. Et en fait... Au décours, c'était pas vraiment une engueulade, mais en fait, on s'engueulait pas vraiment. On prenait le temps de discuter quand il y avait un souci, de traiter, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es senti, comment on peut faire pour avancer, etc. Maturité émotionnelle, SO. Et communication. C'est ça. Les filles, on fait que le dire. Et comment dire, et justement, en fait, elle avait mentionné ça comme ça, mais
on dirait un peu des symptômes. Est-ce que tu t'es demandé si tu étais déjà autiste ou quelque chose du genre? Ça partait d'un truc qui s'est passé exactement hier, puisque je venais de Caen pour venir à Rennes. J'avais des affaires à faire. Peu importe comment je me motive pour les faire à l'avance, je terminerai toujours à 3h du matin, même si je dois me lever à 5h, au dernier moment. Parce que même si, c'est la même chose pour les révisions, même si je commence en avance, je vais jamais avoir l'efficacité, je vais commencer par des détails en fait. Je vais mettre le temps pour lire mon cours, et en fait je vais passer les 3 premiers jours sur les 4 premières pages de mon cours, et la dernière nuit sur 6 chapitres, et grâce à l'urgence qui va me donner enfin ma dopamine. Mais en fait, le fait de faire mes affaires, c'est vraiment un truc, même si je mets tout ce que je peux, je n'arrive pas à les faire vite et sans prendre absolument tout. Je suis un homme du au cas où, parce que justement j'ai appris à tellement ne pas me faire confiance sur les trucs que j'oublie, sur les trucs que... et même j'ai envie de confort. Et du coup, je prends tout ce qui pourrait servir et qui serait cool, et généralement ça me met hyper bien, ça met bien les gens qui partent en vacances avec moi ou quoi. Mais là, justement, on a eu plusieurs fois la situation où on devait faire nos affaires et en fait, on partait au dernier moment ou même en retard, hyper stressé. Elle attendait peut-être parfois 1 heure ou 2 heures, parfois même plus. Parfois, elle s'était endormie et je devais terminer mes affaires. Je finissais à 4h du matin alors qu'on se levait à 5h. Enfin, vraiment, c'est des choses, même si c'est pas que moi, c'est quand même dur à vivre pour la personne. Et du coup, elle avait mentionné le truc. Et ça m'avait questionné parce que c'est vrai que j'avais déjà ce ressenti par rapport au petit décalage avec les gens, par rapport justement à l'attention, on m'en avait déjà parlé, je me disais que j'avais un trouble de l'attention. Oui, tu sentais qu'il y avait des mais je m'étais jamais autorisé à me dire que j'avais un trouble de l'attention. J'étais en mode, je suis mauvais au niveau de l'attention, mais comme je fonctionne bien quand je veux et que je me sens intelligent, t'avais l'impression de contrôler je le peux truc, pas quoi. avoir un trouble en fait. Ouais. Chelou. Et sauf que moi, ce qui m'a aidé, je sais pas si c'est le fait d'en avoir parlé avec elle ou moi qui ai commencé à faire des recherches, mais en fait j'ai très vite sur Instagram eu des réels qui arrivaient sur le sujet, alors sur l'autisme au début, mais aussi un peu sur la TDA, et justement aussi de personnes soit atteintes, soit de professionnels de la santé, qui parlaient du mix des deux. Et en fait, c'était la première fois, vraiment la première, que j'entendais des gens qui exprimaient exactement mon ressenti. Mais rubis sur l'ongle. La difficulté à se concentrer alors que tu mets tout ce que tu as, notamment ce que je vous disais sur la prise de notes, où ils te disent mais essaye juste de te concentrer et de prendre tes notes. Et où tu essayes de te concentrer et en fait ton cerveau, monologue incessant, ça c'est plus le côté hyperactif mais mental, monologue incessant et surtout parfois superposé, donc c'est juste du brouhaha, où tu es en mode ok, tu te répètes la phrase du prof, tu essayes de vraiment pas oublier, ça part en boucle et puis tu te dis il faut que j'écoute, et puis à un moment en fait le seul truc qui se répète c'est il faut que j'écoute. Et puis là ça fait en fait tu te rends pas compte, ça fait 10 minutes que tu as raté le truc. Et donc ça a vraiment été une assez grosse libération première, se sentir compris. Ouais, savoir que t'es pas tout seul. Exactement. On en parle souvent. En fait, déjà de base, c'est réconfortant. La TDA, mais les neurodivergents en général, c'est des personnes qui cliquent de fou ensemble. Parce que même si on n'est pas câblé forcément pareil, même si c'est pas les mêmes troubles ou quoi, en fait, on est habitué à devoir justifier des choses qui viennent de nous, qu'on peut pas forcément changer, etc. Et en fait, c'est facile avec des gens qui ont déjà un mode de pensée qui est plus similaire au nôtre, ou qui est en tout cas pas similaire aux personnes classiques, toujours le chemin standard, je veux penser à un truc, j'y pense, je veux m'en souvenir, je m'en souviens, etc. C'est grossier, hein, évidemment, tout le monde a ses failles aussi, hein. Mais c'est vrai que avec le recul, j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont neurodivergents. Typiquement, ma deuxième petite amie qui a été diagnostiquée borderline, mais qui au final est aussi en cheminement pour un diagnostic de TDAH, et il arrive assez fréquemment qu'on soit diagnostiqué borderline alors qu'il s'agissait d'un TDAH ou d'un TDAH plus autisme très mal régulé. Okay. En fait, comme ça donne ce côté très flamboyant mais en même temps parfois très vide, ça donne ce côté dualité. Comme je disais, les extrêmes du même concept, peu importe le concept social que ça va être sur, par exemple, être bavard. Moi, j'ai quand même plus tendance à beaucoup m'exprimer
parce que justement ça fait du bien, et à travers mon vécu, quand j'ai perdu ma mère par exemple, c'est le fait de tout de suite m'exprimer et en parler avec mes amis, et en fait aller au collège et voir tout le collège, et puis pouvoir extérioriser. Ça m'a tellement aidé à traverser le truc que du coup c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Et pourtant on m'a beaucoup fait la réflexion de tu parles vachement de toi, tu parles vachement, ou tu parles fort, etc. Mais voilà. Et du coup, juste pour... je sais pas si nous reste beaucoup de temps ou pas. Je sais pas. Pas tant, mais on a encore des questions, et je pense que t'as encore beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'être un peu synthétique peut-être pour la fin. Ouais. Pour pas que l'épisode dure trop longtemps, mais vas-y, du coup, je voulais savoir comment ça se passait le diagnostic, parce que du coup, après t'être reconnue là-dedans, avoir eu cette discussion un peu avec ton ex qui t'a peut-être mis sur le chemin de l'autisme ou du TDAH, avoir vu les Reels sur Instagram et tout, du coup, t'as vu un psychiatre? Alors très souvent, il y a une grosse errance diagnostique. Ok. Justement parce que déjà, t'y crois pas. Parce que tu te dis, c'est une bonne excuse, ça correspond à mon truc, mais en vrai, ça expliquerait tout, c'est trop parfait. Ouais. Et puis les gens te gaslightent aussi beaucoup autour de ça, évidemment. Mais moi, ça m'a pris 1 an et demi pour avancer là-dessus, sachant qu'à ce moment-là, j'étais suivi par un psychologue que j'avais au téléphone 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines, et qui lui-même, quand je lui ai mentionné ce truc-là, me disait « Mais non, c'est pas ça, vous faites juste un épisode dépressif. » Apparemment pas. Mais bon, je peux comprendre son point de vue aussi. Et en fait, j'ai eu vraiment cette errance d'1 an et demi. Et typiquement, en fait, c'est encore plus dur parce que comme tu as du mal à mener des tâches au bout et à pas te disperser, chercher un psychiatre, ça m'a pris peut-être 3 mois. Oui, et puis avec surtout, l'onglet, c'est ça, le truc. avec 7 ou 8 onglets de psychiatre. Il n'y en a pas et il faut attendre longtemps. Moi, sur Caen, en vrai, il y avait du choix. C'est juste que j'avais 8 onglets de psychiatre ouverts sur mon téléphone qui étaient en attente. C'était là. Mais c'était là. Et puis, en fait, c'était loin de mon esprit. Ça fait partie de plein de symptômes. On va pas tous les décrire tellement il y en a. Mais par exemple, la permanence des objets, ça s'applique aussi aux personnes, ça s'applique aussi aux tâches. Et en fait, typiquement, si je prends cette petite agate et que je la cache sous la table, qu'on parle pendant 10 minutes, normalement, vous vous souviendrez que la pierre, elle est sous la table. Elle n'a pas disparu. Et alors moi, ça me le fait moins avec les objets, mais avec le temps. En fait, d'être aveugle au temps et de ne pas se rendre compte du temps qui passe, ou alors de ne pas savoir se projeter avec les personnes, que les gens te manquent moins, ou que tu oublies les messages, etc. Et typiquement des choses comme ça qui se rappellent périodiquement, mais pas au bon moment pour le traiter. Et quand tu es libre et que tu veux traiter un truc, il n'y a rien qui revient exactement. Et donc, justement, ça m'a pris vraiment du temps de choisir. En fait, j'ai juste passé un coup de fil. Ça m'a pris vraiment 10 minutes, même pas 1 minute. À un moment, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que j'y aille, c'est plus supportable, je peux plus, que ce soit par rapport à ma sœur, avec qui, du coup, on gérait un foyer plus ou moins à 2, et qui devait porter vraiment le foyer à elle toute seule, qui comprenait que j'avais mon cheminement, mais qui en même temps me disait, t'es pas diagnostiqué, je comprends que ça correspond vraiment bien, mais il faut vraiment que tu fasses ce cheminement-là, que tu essayes d'aller mieux. Il faut que tu avances, quoi, en c'est gros. ça. Ouais, Il faut la première chercher étape à pour avancer, aller mieux, quoi. à s'améliorer, pas forcément à s'améliorer, mais au moins à se sentir mieux et à se stabiliser. Oui, bien sûr. Et en fait, juste à un moment, je me suis dit, bon, là, c'est plus possible. J'ai sorti l'onglet, j'ai pris le premier qui me plaisait, je l'ai appelé, rendez-vous 3-4 mois plus tard. Okay. Et moi, mon diagnostic, il est quand même allé assez vite, justement parce que j'avais beaucoup de preuves. Déjà cerné beaucoup de choses. Tu te connaissais bien, quoi, aussi. T'arrives avec un dossier le diagnostic, moi, il s'est fait chez un psychiatre. Il peut aussi se faire chez une neuropsychologue ou un neuropsychologue. Okay. Je crois qu'avec les neuropsys, c'est quand même un peu plus long. Mais voilà. Et en fait, il y a plusieurs questionnaires, plusieurs éléments à apporter. Donc typiquement des preuves de l'enfance. Moi, c'était les bulletins, c'était un témoignage d'un proche aussi, donc c'était ma sœur. Et j'avais fait aussi moi-même un témoignage. Normalement, ça prend quand même 4, 5, 6 séances où déjà on exprime ces trucs, et ensuite il va y avoir les questionnaires, notamment le questionnaire Gold Standard. C'est la DIVA, D-I-V-A, qui est disponible sur Internet, qui est relativement long, mais qui se fait très bien, et qui, en fait, c'est même pas forcément des questions libres, c'est des QCM avec, par exemple, une fonction sociale et oui, beaucoup, souvent, ou alors cocher des symptômes, enfin des trucs qui correspondent à ce qu'on a déjà vécu par rapport à cette situation. Est-ce que j'ai tendance à oublier de répondre aux messages ?
très souvent, même si c'est important, machin. Et en fait, à la fin, ça vous donne un score qui évalue à la fois la partie inattention et la partie hyperactivité. Ok. Et donc, ça fait partie de la confirmation du diagnostic. Moi, ça s'est fait en 2 ou 3 séances. Ok. En fait, c'était tellement accablant les éléments que j'avais Les symptômes, ramenés quoi. et la diva que j'ai vraiment fait en plus en essayant de surtout pas entretenir le truc. Au contraire, j'essayais d'être si j'étais pas sûr de l'avoir vécu plusieurs fois et d'en avoir souffert, je cochais pas le truc, quoi. De toute façon, le psychiatre est là pour avérer ou pas un Exactement. diagnostic. C'est pas Oui, dans tous les juste cas. le questionnaire. En fait, dès le témoignage que je lui ai fait de mon ressenti, moi j'ai pris 2 éléments de ma vie. J'ai pris un exemple scolarité, enfin j'ai parlé de ma scolarité et d'autres choses, bref. Et en fait, voilà, c'était parlant. Tu sais que ça, en plus, c'est vraiment... quand j'ai étudié justement le TDAH, et une des choses les plus importantes qu'ils disent, théoriquement, c'est que pour confirmer un TDAH, il faut confirmer le trouble dans au moins 2 environnements différents. Exactement. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, tu peux te dire, justement, quand t'es enfant, c'est difficile. Et tu peux te dire, par exemple, oui, t'as un trouble du comportement ou un trouble de l'attention quand t'es à l'école. Oui, ça peut arriver à tout le monde, où il y a beaucoup de gens. Et en fait, quand tu confirmes que dans un autre environnement, par exemple, à la maison ou une relation amoureuse. Voilà, exactement. Dans un autre environnement, ça se confirme aussi. Et ça, c'est un truc hyper important qui est pris en compte et que je ne savais pas. C'est vraiment dans 2 environnements différents, quand ça se confirme, là, on peut confirmer et déjà Exactement. se dire, OK, il y a... Je vais donner des exemples très simples et ça va me permettre d'aborder un truc important pour la TDAH. Scolairement parlant, on a tous capté la prise de notes, la temporalité sur les devoirs, etc. Voilà, c'est quand même des symptômes qui sont classiques, qui sont visibles, qui sont attestables, très embêtants. Un bon exemple, c'est le fait que beaucoup de gens qui sont pas renseignés, ceux dont on parlait, justement, qui n'y croient pas trop, disent qu'on est juste flemmard. En fait, quand tu as la flemme et que tu fais pas un truc, que tu prends une après-midi de quelques heures où tu branles rien, tu le fais volontairement et ça te fait plaisir. Moi, je peux passer 8 ou 10 heures sur mon téléphone. 8 ou 10 heures, ça m'est arrivé pendant l'année de confinement où je lançais le cours et je passais 10 heures sur mon téléphone. Et intérieurement, tu te hurles dessus. Fais quelque chose. Vas-y, lève-toi. T'as ça à faire. Parce qu'évidemment, tu fais que penser en boucle aux tâches que tu dois faire sans juste y mettre. Et le simple fait de s'y mettre, en plus, parfois, ça te fait les faire. Si tu gardes ton momentum, ton drive, ça se fait très bien. Et en fait, il y a plein de conseils comme ça pour mieux gérer. Mais toi, du coup, dans cette situation, c'est pas confortable. C'est pas de la flemme. J'y prends aucun plaisir. Au contraire, ça me ronge. Voilà, ça c'est le côté personnel. Mais en fait, t'y prends pas de plaisir. Surtout que tu choisis pas tes moments. Exactement. J'imagine que ça te tombe dessus. En fait, il y a des fois, tu veux faire des trucs à fond. Et même si tu es en train d'essayer de te forcer, même ça m'arrive encore aujourd'hui, enfin ça m'arrive encore ces derniers temps, où tu rentres chez toi, par exemple après l'école ou après le boulot, tu as déjà dépensé beaucoup de ta réserve d'énergie pour être productif sur ces moments-là, notamment le boulot, parce que tu n'as pas le choix. Moi, je suis dans la santé, j'ai des patients, je suis obligé de donner tout ce que je peux. Antoine est kiné. Voilà. Et donc, quand tu rentres, tu essayes quand même, tu te dis, ok, là je veux au moins faire 1 ou 2 tâches, et en fait tu te retrouves même dans une incapacité de décision où tu fais 15 tâches à la fois. En fait, t'es là, tu te dis, ok, je prends ça, et puis tu te retrouves avec une tasse, une chaussette et ton sac à dos sur l'épaule, et t'es en mode, ok, lesquels je voulais faire quoi, et ton téléphone, en fait, il est posé sur le dernier étage de ton étagère, donc tu vas le chercher pendant 4 jours, des trucs du genre. Et c'est vraiment le côté inattentif, plus hyperactivité, plus parfois manque de l'énergie ou du focus sur ce qu'il faut, et où en fait tu te disperses, y compris, ça s'est vu un peu là dans la discussion. Comme c'est un sujet que je connais beaucoup et que j'ai beaucoup réfléchi, c'est plus facile à organiser. Mais, tu peux vite quand j'ai des discussions avec des gens que je rencontre ou des gens que j'apprécie, ça part dans tous les sens. Maintenant, par exemple avec le traitement, je me souviens de ce que j'ai laissé en arrière et du coup j'arrive à revenir et terminer le truc. Mais voilà. Ça nous fait une belle transition pour parler d'un dernier sujet, si on peut. C'est le traitement, parce que nous, on s'y connaît en antidépresseurs, en anxiolytiques, mais bon, on en avait déjà parlé tous les deux, mais si tu peux un peu nous expliquer ce que tu prends, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et après on va terminer. Ouais, je pense que on a quand même pas mal fait le tour du ressenti et des symptômes globaux. Pour
la prise en charge, plus que juste le traitement. Pour la prise en charge, une fois que j'ai mon diagnostic, par Oui, exemple, c'est ça. en fait, c'est le début. Déjà, il y a cette sensation de je sais. Je suis Ou, reconnue ok, aussi. je suis valide. Je suis légitime. C'est ça. La légitimité. Ouais. Exactement. T'as encore du mal à y croire au début, mais tu te dis, ah oui, c'est vrai, tu te sens pas changer d'un coup, mais Non, tu bien sens sûr. quand même un truc qui se délie. Mm. Et ensuite, moi, du coup, je suis sous Ritaline, Ok. qui est du méthylphénidate, je crois. Bref, c'est des molécules lointaines, mais avec quand même des caractéristiques similaires aux amphétamines. D'accord. Ok. L'adérol, par exemple, c'est un truc plus américain qui donne plus aux enfants, notamment. C'est plus proche quand même des amphétamines. Le mien, c'est... la Ritaline, c'est plus donné aux enfants. Bref. C'est des traitements qui sont stimulants, longue Ok. durée, mais en même temps, c'est pas un truc qui va te faire pétarader dans tous les sens. Ça va te donner la capacité d'utiliser ton énergie, Ok. en partie, mais en même temps, un peu de focus. Accouplé évidemment avec une bonne hygiène de vie. Moi, quand je gère très mal mon repos, parce qu'évidemment, tous ces trucs, tous les autres facteurs, que ce soit le repos, etc., influencent l'expression de tes symptômes. Si t'es pas reposé et t'as évidemment du mal à te reposer, ça va pas aider. Mais quand je suis dans des bonnes dispositions et que je prends mon traitement, j'ai l'impression d'être un dieu. Je peux faire tout ce que je veux au moment où je veux. Je suis concentré, je me sens bien dans les situations sociales. Ça c'est t'aide à très réguler, agréable. en fait. Ça m'aide à réguler. Exactement. Il y a différents dosages, etc. Et surtout, là où c'est très pratique, c'est que tu peux le prendre au moment où tu en as besoin. Ouais. Contrairement aux antidépresseurs où tu dois avoir 3 semaines Ouais, c'est ce qu'il d'efficacité. m'expliquait, je savais Là, pas. moi, Ah, je savais pas. le week-end, quand j'ai rien à faire, je le prends pas. Mmh. Les vacances, si j'en ai pas besoin, je le prends pas. Et surtout, C'est un neurostimulant en fait. Donc si j'ai envie d'être un peu productif mais que j'ai pas envie de prendre mon traitement, je peux prendre 1 ou 2 cafés. Parce qu'évidemment, on adore la caféine et tout ce qui est stimulant. Oui. Et on y répond très bien. Mm. C'est la même chose pour les moments de crise, par exemple. Moi, les petites tâches vont me détruire, vont me faire buter et me rendre incapacité. Par contre, j'ai un patient qui fait un arrêt cardiaque, je vais être hyper calme, hyper organisé, limite me sentir bien, parce que ça me donne un flot des hormones dont j'ai besoin et des neurotransmetteurs dont j'ai besoin. Et ça me permet de... C'est hyper et du intéressant. coup, je savais pas tu du peux tout. aussi, Et il y a des Au-delà versions sans traitement. Oui. En fait, ça tu voulais en parler. voilà, il y a plusieurs points de vue, comme pour beaucoup de traitements, évidemment. Moi, la médication m'a vraiment aidé. Maintenant, le vrai travail, c'est qu'une fois que je sais que c'est ça, c'est tout le travail de déconstruction et de reconstruction des habitudes, notamment des habitudes nocives et des habitudes préventives, entre guillemets, où je me dis, bah non, je vais jamais faire ça, donc je vais le laisser là pour le voir, et en fait, tu entretiens le bordel de ton appartement ou ce genre de choses. Il existe, par exemple, des gens qui font du coaching pour les TDA, pour se... Ok. En fait, Coaching comme de vie, du coaching de vie global, quotidienne, quoi. devenir fonctionnel. Comme Ouais, tes voilà. fonctions exécutives, elles ont toujours été pétées, t'as jamais vraiment appris à fonctionner comme les autres. Ok, mes draps, c'est toutes les 2 semaines, ça, parce qu'on peut aussi avoir Ouais, du coaching des de difficultés vie, avec l'hygiène, avec... Ouais, bien sûr. moi, soit je suis maniaque, soit je peux avoir des périodes un peu plus compliquées. Maintenant, c'est hyper bien régulé et c'est un truc, moi, qui me fait me sentir bien, l'hygiène. Donc, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Mais ça peut s'exprimer chez les gens. Ça peut être l'hygiène de sommeil. Ça, la mienne, elle est catastrophique. Mais l'hygiène de repos en général, hein. Pas juste le sommeil. Moi, des fois, je dors 5 heures, mais comme j'ai eu du temps libre, où j'ai rien fait, où je me suis reposé, le lendemain, je pète quand même le feu. Parce que j'ai de l'espace mental libre. Donc, c'est vraiment, une fois que j'ai mon diagnostic et mon traitement, en fait, c'est le chemin pour me découvrir avec, mais aussi hors de ce trouble, et surtout ensuite me réadapter à tout ça. Ouais. Découvrir comment gérer les tâches, comment m'organiser, ce qui fonctionne pour moi, parce que il y a plein de conseils, il y a plein de comptes qui disent, qui donnent des tips, des astuces sur le sujet, mais elles fonctionneront pas toutes pour vous. C'est très personnel, surtout le C'est TDAH, exactement c'est ça. très Moi, j'ai ça essayé varie d'une personne à l'autre. plein de planeurs différents. Ouais. Ma sœur m'a fait un tableau Excel avec des trucs organisés sur les tâches urgentes, les rendez-vous, avec aussi des listes de quand faire les trucs. Ouais. Sauf qu'il faut aller le consulter. C'est un format pas très stimulant. Donc, en fait, je l'ai tenu un petit peu de temps et puis je l'ai lâché.
Il existe des applications, il y en a qui sont gratuites, Oui, il y en a qui j'avais sont vu ça. payantes. J'ai pas encore exploré le sujet parce que je veux d'abord travailler sur moi avant de dépendre de ça. Mon psychiatre m'avait recommandé un livre qui traite un peu de tout, qui permet de faire le tour du sujet, qui explique aussi justement ce dont on parle, que ce soit le trouble en lui-même, les traitements ou non-traitements, et pourquoi les points de vue sont valides des deux côtés, et ensuite chaque trouble ou chaque symptôme ou chaque élément que je vais pouvoir réguler ou améliorer. Ouais. En fait, c'est un chemin. Je suis pas du jour au lendemain parce que j'ai pris mon traitement sans rien. Bien Une sûr. bonne analogie que j'avais entendue, c'est que quand tu as tes TDA non pris en charge, non régulés, et que tu es lancé comme ça dans la vie, c'est comme si tu cherchais à vivre dans une maison qui n'a pas de lumière. Le traitement, ça va pas allumer les lumières, ça va te donner une lampe torche. Ça fonctionne un peu mieux, c'est plus pratique, tu arrives à faire, mais c'est pas encore la même chose que les autres. Ce sera, je veux pas dire jamais, parce qu'il faut pas se mettre de limites, notamment sur le développement personnel, mais il y a quand même le côté physiologique, en fait, au-delà du côté comportemental. Oui, c'est une belle métaphore. Ouais, J'aime carrément. bien. Mais c'est Moi, j'aime exactement bien ça. la Moi, c'est une métaphore. analogie que j'utilisais Mais- beaucoup pour ma mémoire, pour expliquer aux gens. Ouais, je peux avoir une mémoire photographique quand j'ai une Madeleine de Proust sur un élément, sur un événement ou quoi. Mais en même temps, tu me demandes ce que j'ai mangé hier ou ce que j'ai fait il y a 10 secondes. Inexistant. Mémoire de Ouais. travail, c'est une mémoire plus récente, mais du coup, qui est quand même très gênant. Et pendant très longtemps, au-delà du trouble de l'attention, moi, je pensais surtout que j'avais aucune mémoire, que j'étais nul en mémoire Et parce que que ta j'avais personnalité, parce c'est que comme j'avais ça, quoi. fumé et que du coup j'avais cramé mon cerveau. En fait, juste je me suis Tu t'es cogné quand t'étais non petit. mais c'est ça, je me suis pris un parasol sale quand j'étais nourrisson, c'est vrai en plus. mais voilà. Ok. Euh, Le livre dont tu parlais, justement, on le mettra dans notre reco dans une semaine, du coup, dans nos recos sur le TDAH. Sur notre Insta, on va créer ce post avec toi parce que tu m'avais parlé de compte Insta, de plein de choses. Donc comme ça, T'as on va plein de pouvoir ressources, vous ouais. mettre toutes les ressources Exactement. d'Antoine sur notre compte Insta. Donc ça sortira dans 2 semaines après la sortie de cet épisode. Dans une semaine. Dans une semaine après la sortie de cet épisode. Heureusement que tu es là, Yara, pour le planning. Mon Dieu. En tout cas, Merci beaucoup. Ouais, merci pour toutes les beaucoup. infos. On Ouais, aurait merci, pu, je pense, ça en fait- parler pendant des Ah, c'est ce que heures. j'avais c'est ça en fait, comme ça touche Mais à bon. tout. Il Bah y a ouais, une c'est quantité ça. d'informations à Puis donner. C'est trop intéressant. Enfin, moi, ça me passionne, mais que Moi, ce je trouve soit- ça que ce soit, passionnant en plus, étant dans la santé, c'est vrai que le côté scientifique, je l'ai Ah exploré oui, aussi oui, quand oui. je me questionnais. Je suis allé voir Mais des ça documents s'entend que c'est scientifiques hyper dessus, renseigné aussi. sur le diagnostic, sur ce que c'est, sur tout ça. Donc Ouais. en fait, il y a de tout. On fera Il y une a partie beaucoup 2 si tu veux. d'informations. Non. On peut carrément faire ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, Antoine. beaucoup. Ouais, merci C'était un beaucoup plaisir. d'être C'était venu. très chouette. Et on vous dit à dans 2 semaines. N'hésitez pas à nous à mettre un petit like, à repartager, à nous faire des retours surtout aussi, Carrément. parce Absolument. qu'on adore lire vos retours. Et qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Et rien. Prenez soin de vous. Prenez soin de Prenez vous, soin de exprimez-vous. vous. Il faut l'exprimer. Vous n'êtes pas fort parce que vous gardez pour vous, vous êtes fort parce que vous traversez le sujet. Oh, C'est beau. waouh. On On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Et salut, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao. J'ai tellement de trucs à dire, c'est un enfer.